Si le travail de Jenner sur la variole a fait date, ce n'est pas parce qu'il aurait été le premier à pratiquer l'inoculation contre la variole. En Chine, en Inde, en Perse, différentes techniques avaient été mises au point depuis longtemps pour exposer les enfants à la variole et les immuniser. En Europe, dès le XVIe siècle, des profanes et non des médecins prélevaient des échantillons de pustules de personnes atteintes d'un cas bénin de variole et les grattaient sur la peau de celles qui n'avaient pas encore contracté la maladie. La plupart des personnes infectées de cette façon développaient des cas sans gravité et étaient ensuite immunisées. En 1721, dans le Massachusetts, Cotton Mather suivit les conseils d'un esclave africain, essaye cette technique et évita ainsi une épidémie mortelle. Mais la variolation pouvait tuer. La vaccination était bien plus sûre. Dans notre société, avant de commercialiser un nouveau médicament, la rigueur scientifique exige une étude comparative entre malades traités et malades témoins non traités, ou traités autrement. Il est également indispensable de prouver que les personnes traitées bénéficient à long terme d'une meilleure santé que les témoins. Or, les vaccins échappent à ce genre d'études. Fonctionnement des vaccins. Une fois le vaccin administré, les cellules du système immunitaire, préposées à l'élimination du non-soi, se précipitent aussitôt. Première ligne de défense, les phagocytes, littéralement cellules qui dévorent, avalent les intrus, non sans leur arracher leurs signes spécifiques. Les antigènes qu'ils accrochent à leur surface comme autant de trophées. Les soldats de la première ligne, les lymphocytes, prennent le relais. Grâce à l'observation des antigènes que brandissent leurs camarades, ils sont vite en mesure de riposter. Les uns se chargent de produire en grande quantité une arme spécifiquement adaptée, les anticorps, les autres intègrent dans leur mémoire le souvenir précis de l'antigène, leur cible, afin de détruire toute cellule infectée, si bien qu'à sa prochaine irruption, le pathogène intrus, le vrai repéré sur le champ grâce à son antigène, se fera expulser de l'organisme par une armée aussitôt sur le pied de guerre. Voici la stratégie, la fonction de vaccin qui sauve des millions de vies. Le professeur Romain Cherardi, directeur de l'unité INSERM U955E10 de l'Université Paris-Est, interaction cellulaire dans le système neuromusculaire, est le chef du service d'histologie embryologie de l'hôpital Henri Mondor, Créteil, centre de référence des maladies neuromusculaires. En 1997, il prévient les CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, à la suite de la découverte d'une nouvelle pathologie. Il analyse les muscles pour comprendre les grouillements de macrophages entre les fibres musculaires. La maladie aux macrophages bleus sera nommée myofasciite. Un macrophage, MFM, soit étymologiquement inflammation, it, du muscle MYO, et de ses enveloppes fascias à forte composante de macrophages. Après une analyse des échantillons des biopsies musculaires confiées au Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan, les résultats confirment que les muscles atteints de myofasciite à macrophages sont pleins d'aluminium. L'aluminium est présent partout dans notre environnement, ustensiles de cuisine, canettes de soda, de bière, de façon plus subtile dans certains déodorants, certaines crèmes solaires, pâtes, dentifrices, additifs, alimentaires, le lait artificiel des nourrissons et de nombreux médicaments, jusque dans notre eau que nous consommons quotidiennement. L'aluminium sous forme hydroxyde est utilisé comme adjuvant des vaccins. Le terme adjuvant désigne tout composé qui agit de manière non spécifique pour augmenter l'immunité spécifique contre un antigène. En 1926, Alexander Glenny, immunologiste, démontre les propriétés adjuvantes des sels d'aluminium. Depuis, l'hydroxyde d'aluminium et le phosphate d'aluminium sont couramment utilisés dans les vaccins. Chez l'homme comme chez l'animal, le phosphate n'est pas cristallin mais amorphe. En revanche, l'hydroxyde est composé de nanoparticules cristallines. Le vaccin en lui-même est composé d'antigènes. Les adjuvants, quant à eux, sont de petits objets prenant la forme de microscopiques cailloux aluminiques. L'antigène est absorbé, collé sur l'adjuvant. Sans adjuvant, les antigènes sont libres
et tout est réglé en un court laps de temps. Avec un adjuvant, les cellules du système immunitaire ont beau se précipiter sur l'étranger, ils restent d'abord fortement collés à l'adjuvant. La durée d'exposition à l'antigène est donc considérablement prolongée. L'affaire des adjuvants aluminiques à l'OMS. 100% des malades souffrant de myofasciite à macrophages ont été vaccinés dans les quelques années précédant la survenue de la maladie. 4 types de sels d'aluminium aux propriétés légèrement différentes étaient utilisés comme adjuvants. Hydroxyde, oxyhydroxyde, phosphate, sulfate, dihydroxyphosphate d'aluminium. Seuls les 2 premiers correspondent aux études de Romain Gérardi. Au début des années 1990, pas seulement en France mais dans le monde entier, après des décennies d'injections vaccinales en mode sous-cutané, la décision a été prise d'administrer la plupart des vaccins par voie intramusculaire, dans le deltoïde. En d'autres termes, le vaccin et ses adjuvants ne sont plus injectés en surface sous la peau, c'est désormais au cœur du muscle que l'aiguille envoie le produit. En France, les biopsies musculaires ont lieu au niveau du deltoïde entre 1994 et 1998, à la suite de la vaccination de masse contre l'hépatite B, laissera des effets secondaires, sclérose en plaques, sclérose latérale, amyotrophique, diabète de type 1, lupus, arthrite chronique, thyroïdite, atteinte visuelle et auditive, affection hématologique, maladie inflammatoire de l'intestin. Au contact du citrate, l'hydroxyde d'aluminium se solubilise dans un tube à essai comme un morceau de sucre dans une tasse. Or, le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules contient du citrate ainsi que d'autres acides aux mêmes propriétés que si l'on injecte en intraveineuse du citrate d'aluminium, une forme solubilisée de l'aluminium. Celui-ci est éliminé par le rein, mais en réalité, les particules d'aluminium sont gobées par les macrophages, donc soustraites du liquide interstitiel. À la fin de l'été 1990, la guerre du Golfe est déclenchée à l'initiative de George W. Bush, avec l'aval des Nations Unies. Étrangement, dès les derniers mois de l'année 1990, c'est pas, je me suis trompé, à l'initiative de George H.W. Bush, donc c'est le père, avec l'aval des Nations Unies. Étrangement, dès les derniers mois de l'année 1991, une déferlante de symptômes invalidants s'abat sur un grand nombre de soldats ayant participé au combat sous commandement américain. Douleurs musculaires et articulaires, perte de tonus musculaire, fatigue persistante, troubles de la mémoire et du sommeil, maux de tête, manifestations respiratoires, digestives, cutanées. Le nombre de soldats atteints est faramineux. 250 000 GI américains, 6 000 britanniques, 3 000 canadiens, soit près d'un soldat sur 4 sous commandement américain, s'y ajoutent dans leur descendance de nombreuses malformations infantiles. En 2000, dans un article signé par des épidémiologistes britanniques, source M. Optoff, A. David, L. Hull, K. Ismael, C. Unwin, C. Wesley, Role of Vaccinations as Risk Factors for Ill Health in Veterans of the Gulf War, Cross-Sectional Study, page 1363-1367. Le programme de vaccination très intensif auquel ont été soumis les soldats sur un laps de temps extrêmement bref, au moment des opérations, ajoute cette hypothèse aux autres déjà examinées dans la cause des symptômes des soldats. Parmi les vaccins impliqués par ces auteurs figurent, côté vaccin civil, les anti-tétaniques et anti-hépatiques A et B, adjuvés à l'hydroxyde d'aluminium. Côté vaccin de guerre, le vaccin anti-charbon, anthrax vaccine, administré en 6 injections, lui aussi adjuvé à l'hydroxyde d'aluminium, et peut-être au scalène subrepticement introduit comme coadjuvant. La capitaine de réserve Joyce Riley von Kleist, porte-parole des vétérans américains, a été auditionnée par la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été envoyée au front étant réserviste
et elle rapporte avoir développé dès décembre 1991 des symptômes de maladies neurologiques évoquant une sclérose en plaques. Les 700 000 données des registres vaccinaux de cette époque ont disparu des archives du département de la défense américaine. Myofascite à macrophage. 25 patients souffrant de myofascite à macrophage choisis au hasard furent confiés par Jérôme Autier au neuropsychologue expérimenté de l'équipe dirigée par le PR Anne-Catherine Bachou-Lévy. Les résultats de cette étude sont les suivants. Atteinte de la mémoire visuelle, de la mémoire de travail, du transfert d'informations entre les deux hémisphères cérébraux. Tous les patients présentent des troubles cognitifs d'allure organique et dans 92% des cas, au moins un test atteint carrément le seuil maximal, celui de la démence. Terme médical qui désigne les processus neurodégénératifs responsables de profondes altérations cognitives. Chez les 25 patients, ces troubles n'ont pas l'étendue ni la sévérité d'une maladie d'Alzheimer, mais ils sont beaucoup plus marqués que ceux du groupe témoin, constitué de patients douloureux, chroniques, arthritiques. Ils ont en revanche un curieux air de famille, avec les troubles que manifestent les travailleurs inhalant des poussières d'aluminium ou ceux que l'on observe dans certains cas d'infection chronique par le virus de l'hépatite C, voire dans les cas précoces d'infection par le VIH. Les adjuvants aluminiques peuvent provoquer de sérieux troubles cognitifs. Christophe Shaw est un neuroscientifique qui a fait une étude expérimentale sur des souris dans le cadre de recherches sur le syndrome de la guerre du Golfe, ayant administré par voie sous-cutanée de l'adjuvant aluminique seul à leur souris. Shaw et son équipe observèrent chez celle-ci l'apparition de troubles neurologiques et une altération des neurones. L'expérience de Shaw laisse supposer que l'aluminium des particules parvient au cerveau, franchissant la barrière hémato-encéphalique réputée hermétique. L'aluminium étant indétectable dans un tissu car trop petit et non visible par IRM, Romain Gherardi et ses collègues imaginèrent une ruse, injecter à quelques souris un vaccin aluminique mélangé à des billes de latex fluorescentes de 0,5 microns, la taille approximative des particules adjuvantes, et voici ce qu'ils ont découvert. Au 6e mois, dans le cerveau des souris, scintillaient des billes de latex nichées à l'intérieur de cellules de la substance grise. À côté de celles-ci se distinguaient également des dépôts aluminiques. De l'aluminium vaccinal migre dans le cerveau. Pour une autre expérience, Olivier Tillemans s'emploie avec son équipe à fabriquer des particules fluorescentes hybrides conçues sur le principe des Smarties. Un cœur, un enrobage. Au cœur, une protéine fluorescente, la rhodamine, autour d'une coque externe d'hydroxyde d'aluminium précipité par une simple réaction chimique, la recette exacte de l'adjuvant officiel étant couverte par le secret industriel. Ils arrivent à créer une coque aluminique susceptible de leurrer les macrophages avec une taille du même ordre que celle des agrégats d'adjuvants observés dans les cellules et une fluorescence suffisamment forte et spécifique pour être reconnue au microscope dans les tissus. Après une année d'expérience sur les souris, suivie par Zakir Khan, après avoir injecté les particules fluorescentes dans le muscle tibial des souris, ils ont découvert, l'équipe de Romain Gherardi, que très rapidement les Smarties injectés se trouvent associés à des cellules immunitaires. Après quelques heures à peine, plus aucune particule libre n'est détectée. Au lieu de filer dans le sang circulant comme c'est, normalement,